L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Il est 8h52 sur studioqualita.com et nous sommes heureux d'accueillir dans notre studio ce matin le docteur David Onona. David Onona, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre de l'Office national d'archéologie, vous êtes directeur du département des volontaires au sein de cet Office national d'archéologie israélien et nous vous avons demandé de venir ici pour parler de ce qui est une révélation, on peut même parler de révélation assez sensationnelle, qui a été faite hier dans les sous-sols des tunnels du Kotel, de la vieille ville, de Jérusalem, avec la découverte de 8 couches supplémentaires qui étaient enfouies jusque-là pendant plus de 1700 ans, qui étaient enfouies en dessous de ce que l'on voit du Kotel aujourd'hui, dans la partie, on va être très précis, dans la partie souterraine du Kotel. C'est-à-dire lorsque l'on arrive au Kotel, sur l'esplanade du Kotel, on est dans la partie souterraine. C'est une partie, si on remarque, qui est recouverte par l'arche de Wilson. Vous allez nous expliquer un peu. Les auditeurs ont devant. Voilà, peuvent voir à travers les images. l'image. Ce qu'ils voient, c'est une maquette du temple de l'époque de Hérode, du roi Hérode. Oui. Donc on est juste avant la destruction du Beth Amikdash, du temple. Et le mur ouest, ce qu'on appelle le Kotel en hébreu, le mur Ma'aravi, le mur occidental, c'est une partie du mur ouest. La taille du Kotel, tout le monde connaît le Kotel, l'aspiration du cœur du peuple juif est vers le Kotel, c'est 60 mètres de long sur 18 mètres de haut. Et en vérité, le mur occidental complet fait 485 mètres de long. Donc 300 mètres est sous la terre, jouxte le quartier arabe jusqu'à la sortie dans le quartier chrétien. Et beaucoup d'auditeurs, j'imagine, ont visité les tunnels du Kotel. Et donc à un moment, on a l'arche Wilson. C'est la deuxième photo que verront les auditeurs. Et sous l'arche Wilson, on prie à l'intérieur. C'est une sorte d'endroit où on peut rentrer à gauche du côté des hommes. Et on peut être à l'abri particulière. avec une acoustique extraordinaire et une lumière particulière aussi, même si la lumière du Kotel à l'extérieur est aussi fantastique, c'est la lumière de Jérusalem. Eh bien, dessous, le mur continue, le mur occidental continue. Pendant 1700 ans, on avait là-bas du remblai et des couches qui nous empêchaient d'y accéder. Et dans le cadre des travaux de fortification et de renfort de l'arche Wilson, faite par l'autorité d'Israël des Antiquités, c'est le nom, IAA, Israel Antiquity Authority en anglais, eh bien, nous avons commencé une campagne de fouilles il y a 2 ans, sous la direction de Joe Zien. Et comme souvent en archéologie, quand on commence à fouiller, on attend quelque chose. Donc ce qu'on voulait, c'était mettre à jour. On ne sait pas exactement ce qu'on va trouver. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. Imaginez comme ça 30 mètres de détritus empilés les uns sur les autres, une stratification qu'on imaginait nous amener sur les traces de la destruction du Beth Amikdash à l'époque romaine. Et puis, quand on a commencé à descendre, on a effectivement trouvé les pierres du Kotel, puisqu'en gros, on jouxte le mur. On est exactement sous les pieds des gens qui prient, sous l'arche Wilson. Et on a eu une surprise énorme. C'est souvent ça, l'archéologie. On a découvert, au début, quelque chose qu'on n'a pas identifié. Petit à petit, on s'est rendu compte que c'était un théâtre. On sait qu'on a des sources écrites, notamment Flavius Joseph, qui décrit abondamment dans la guerre des Juifs contre les Romains la destruction du temple et le côté dramatique du temple qui brûle, du pillage ensuite des soldats de Titus. Il décrit dans Jérusalem un théâtre. Ce théâtre était inconnu, c'est-à-dire qu'on l'a perdu, on a perdu la mémoire. C'est un enjeu majeur en archéologie de retrouver la mémoire. Et puis on a retrouvé donc ce petit théâtre qui est tout petit. Césarée, c'est 4500 places. Beth Shean, c'est énorme, au nord d'Israël, c'est une des villes du Décapolis. Et le théâtre, celui-ci, c'est 200 places, comme vous l'avez tout à l'heure indiqué dans votre chronique. 200 places, ça nous a fait poser des questions. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Par contre, la symbolique du théâtre à cet endroit, on n'est pas très loin du Saint des Saints, elle est puissante. C'est Rome qui dit « Jérusalem est détruite, le peuple juif est en exil ». Les Juifs n'ont pas le droit de citer à Jérusalem, et donc on va marquer notre présence par la culture romaine, ce petit théâtre, qui servait peut-être effectivement au conseil municipal ou des représentations musicales, théâtrales et autres, on peut tout imaginer. L'objet était de désacraliser le site, montrer aux Juifs parce que la force du peuple juif était liée bien sûr au temple, au Beth Amikdash, désacraliser Jérusalem et montrer que Rome dominait. Et donc sur les remblais de la destruction du temple, ils ont édifié ce petit odéon.
Alors, pour que ça soit bien clair pour nos auditeurs, les pierres du Kotel, parce que c'est quand même assez impressionnant, on est arrivé quasiment au bas du mur occidental. Tout à fait. C'est-à-dire, on est à l'endroit où, on va dire, la montagne, le Har Moria, rejoint les pierres. On est sur ce qui est extraordinaire, on est sur la roche-mère, ce qu'on appelle en hébreu Selahem, la roche-mère, et donc le mur est assis dessus. Les pierres font 5 tonnes, Daniel. Elles sont énorme. La plus grande pierre d'ailleurs est un peu à gauche. Si on est face à ce mur qu'on a à nouveau découvert, il y a déjà d'ailleurs des traces de prière. Hier, on s'est rencontrés sur place. On a vu un livre de prière qui a été posé. Des gens ont mis déjà des petits papiers. On s'approche du Saint des Saints et on a juste au-dessus sur la gauche la plus grande pierre qui a été découverte par les archéologues qui fait 570 tonnes. 570 tonnes, 18 mètres de long, 3 mètres de haut. 5 mètres de largeur de profondeur. Comment on a pu transporter des pierres? Alors, on les a transportées du nord de Jérusalem en utilisant la déclinité du terrain, avec des rondins de bois, des bœufs qui ont tiré. Et ensuite, on a utilisé des palans, des poulies pour lever ces pierres. Concernant cette pierre-là, précisément, jusqu'à maintenant, c'est une énigme archéologique. Aucun archéologue n'explique comment on l'a levée, comment on l'a posée sur place. Il y a des gens qui ont émis l'hypothèse qu'elle aurait été taillée sur place dans la roche-mère. L'hypothèse est fausse, que la pierre a été emmenée. C'est du gyre, du calcaire, la pierre de Jérusalem, emmenée du nord de la ville. Et on n'a pas trouvé encore jusqu'à aujourd'hui une explication satisfaisante pour lever 570 tonnes. C'est plus que la plus grosse pierre de Gizeh. Pour revenir à la découverte de l'Odéon, c'est un coup de tonnerre dans l'archéologie israélienne, puisque il y a toujours ce débat autour des sources écrites et de la réalité du terrain. Et en montrant finalement au public, parce que l'idée c'est de révéler ce site au public et de l'ouvrir dans le cadre des visites des tunnels du Kotel. Dans combien de temps il sera ouvert? Je pense que dans les semaines qui viennent, on va le viabiliser pour qu'il soit ouvert en termes de sécurité au public, pour que le public puisse passer en sécurité. Mais l'idée c'est de montrer de manière scientifique, avec une grande éthique, et c'est le propre et la signature de l'autorité des antiquités israéliennes, puisque ce sont des fouilleurs à l'image du CNRS en France, c'est de montrer toutes les périodes d'occupation et tous les drames qu'a vécu Jérusalem. Jérusalem a été conquise, reprise, reconquise, reprise. Elle est dans le cœur du peuple juif depuis des millénaires. Elle est le centre du peuple juif. Mais la présence romaine à Jérusalem est une présence importante dans l'Antiquité classique. Ce qui est clair, c'est que à hauteur donc de ce petit Odéon, on peut dire qu'on est arrivé à la couche de l'époque du Beth Amikdash. C'est-à-dire que là où marchaient, on va dire, nos ancêtres, ceux qui venaient, par exemple, ceux qui montaient en pèlerinage pendant les 3 fêtes de pèlerinage. Pendant les 3 fêtes de pèlerinage, ils montaient à Jérusalem depuis le sud. Et ça, on est pour grosso modo autour de 14 mètres au-dessus, en dessous de la surface actuelle. Un peu plus même, à peu près 17-18 mètres en dessous, parce qu'il faut compter l'épaisseur des murs. Et on a trouvé là-bas des témoignages, 2 types de témoignages. D'abord les témoignages vivants, des pièces de monnaie qui sont tombées des poches. C'est incroyable parce qu'elles sont dans un état quasi parfait, puisqu'elles ont été protégées dans du sable, donc peu d'oxydation, donc un petit peu de traitement dans les laboratoires du Rashut Atikot, l'autorité des antiquités israéliennes, elles seront quasi neuves, quasi exposables au public. On a retrouvé de la vaisselle, des poteries, notamment de la vaisselle en pierre, qui est la marque d'empreinte de la vaisselle juive à l'époque du Deuxième Temple, parce que la pierre ne prend pas d'impureté. Et donc beaucoup de kelim, beaucoup d'outils, d'ustensiles étaient en pierre. Et puis on a retrouvé un deuxième type de témoignage de l'histoire qui vient nous frapper. C'est les pierres du mur d'enceinte du temple qui ont été projetées par les Romains lors de la destruction. Et on a vu hier, sur la droite de l'Odéon, ces pierres qui sont posées à même le sol. Comme on les voit d'ailleurs, le public les connaît peut-être, dans le centre Davidson. Et ces pierres-là viennent du haut de la muraille. Elles ont été précipitées avec des bras de levier en fer par les Romains pour détruire l'enceinte du temple autour. C'est-à-dire que quand on dit que les Romains ont détruit le temple, ce qu'ils ont détruit, c'est le Kodesh HaKodashim, tous les bâtiments qui étaient sur la surface du temple, et le reste est intact. Puisque même en accédant d'ailleurs à cet Odéon, on voit encore les mikvés, les bains rituels qu'utilisaient les Kohanim pour se tremper. Également, on voit aussi des mikvés pour la vaisselle, puisque la vaisselle aussi devait être purifiée. Il y en a un juste à l'entrée de l'Odéon. Et donc, ce que les Romains ont détruit, c'est simplement, ils ont arasé le mont du Temple. Pendant des siècles, on a cru que tout était détruit, qu'il ne restait que le Kotel. Et aujourd'hui, ce qu'ils se donnent à voir au public, c'est ça qui est fantastique dans l'archéologie, c'est de redécouvrir la Jérusalem d'en bas. Alors, on serait tenté de parler avec vous pendant de nombreuses minutes. Une autre question, est-ce qu'il y a une poursuite de ces fouilles? Est-ce qu'on s'apprête à découvrir d'autres vestiges de cette époque dans cet même environnement? Alors, partout où on met un coup de pioche à Jérusalem, on est dans l'histoire. Mais plus particulièrement dans cette région. Dans ce qu'on appelle le Gan HaKadosh, donc ce jardin saint, entre guillemets, pour les 3 religions monothéistes.
Le gouvernement israélien, il y a quelques mois, s'est réuni d'ailleurs dans les tunnels du Kotel et a pris un engagement de développer et d'offrir au public toute cette région-là. Et donc, on va intensifier les fouilles. Ce qu'on n'a pas précisé, qui est très important, qu'on voit dans le film, c'est que ce sont des volontaires français, internationaux et israéliens. C'est important de le souligner parce que vous êtes le directeur du département des volontaires au sein de l'Office d'archéologie israélien. Combien y a-t-il de bénévoles, de volontaires qui participent à ces fouilles et qui sont les Israéliens? De quelle nationalité viennent les autres? On a essentiellement les Israéliens, parce que pour des raisons évidentes, ils sont déjà sur place, ils habitent ici. Les Israéliens sont férus d'archéologie et d'histoire. C'est une des caractéristiques du peuple israélien, de plonger les mains dans leurs racines et de toucher le passé avec les mains. Donc on a beaucoup de volontaires. On a eu ici une équipe de volontaires d'une dizaine de personnes pendant 2 ans consécutifs. Mais on a eu également cet été des volontaires français, par exemple, qui sont venus travailler. Juifs et non-juifs? Juifs et non-juifs, bien évidemment, des chrétiens. Le Kotel et le Temple a aussi une importance majeure pour les non-juifs. Je vous rappelle que c'est les pas du Christ à Jérusalem. Pour eux, c'est une importance capitale. Et donc, on a eu une équipe de 10 personnes à peu près pendant 2 ans, en continu sur le site. Juste à côté, cet été, on avait les fouilles à Davidson. Il y a eu des fouilles sur Davidson. On a eu aussi une équipe de 165 volontaires quasiment en permanence sur le site. Et donc, on a, pour avoir des chiffres un peu plus globaux, sur l'ensemble du Reshut HaAtikot, de l'autorité des antiquités israéliennes, 35 à 40 000 jeunes, 16 000 jeunes ont fouillé cet été, sur tous les chantiers. 16 000 jeunes. 16 000 jeunes cet été ont fouillé, du nord au sud, en passant par Jérusalem et le centre. On a à peu près 400 chantiers de fouilles par an. Et donc on accueille des gens qui fouillent, des familles, des étudiants, pendant toute l'année. On ouvre aux familles pendant les fêtes juives, Hanouka, Pessah, on a des chantiers ouverts dans le sud, par exemple, pour les gens qui sont à Eilat. On ouvre les fouilles à Timna. Qui sont ouverts aux familles. On peut venir 2 heures, 3 heures. On peut venir avec des bébés. On les met dans des petits endroits avec des outils de bac à sable et ils ont l'impression de jouer, de découvrir des choses. Et ils découvrent des choses. Et donc, on s'ouvre en termes de pédagogie à tout type de public. Et puis, les gens plus sérieux qui veulent faire 3 semaines de campagne de fouilles, c'est aussi possible. Eh bien, je le disais, on aurait parlé avec vous encore avec longtemps de vos réalisations, des réalisations de l'Office national d'archéologie israélien. Peut-être ce sera l'occasion d'autres émissions. Mais en tout cas, merci beaucoup, Dr David Ohana, d'être venu ce matin pour nous parler donc de ces découvertes sous les tunnels, dans le tunnel du Kotel, et puis donc de cette action de l'Office national d'archéologie grâce à l'aide de tellement de milliers de bénévoles, de volontaires que vous dirigez, que vous structurez. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous et rejoignez le Reshut HaAtikot. Voilà, merci aux auditeurs de qualité. On peut également participer, si on le souhaite, à ces fouilles. Merci, Dr Onona. Eliana Gurfinkel, pour terminer cette heure d'actualité, les programmes de Cathy Choukroun tout de suite. Alors après. On aura un focus association avec Guy Maïmoun qui nous parlera de l'association française de Rishon LeZion. On aura un Tzahal Connection, on nous parlera de l'étape très importante pour le Olim Khadashim qui est l'Ulpan de Mirveh Alon. Et enfin, on aura une actu culturelle avec Benny Boré qui nous parlera du concert Le violon de mon père et du livre. Voilà, très bien, vous avez ça à portée de main, vous êtes génial, Daniel. Et, on peut le recommander. Hein. Et du livre de son père, si c'est un homme. Voilà, donc c'est le programme d'aujourd'hui. Et attention Daniel, à 10h, nous retrouvons Bernard Zanzouri pour son spécial Plein l'ado, qui à nouveau nous parlera, qui recevra Valérie Alphon et ses filles qui chantent. Je vous laisse découvrir ça un peu plus tard. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Eliana. Merci encore, Dr David Ohana. C'est la fin de cette heure d'actualité sur studioqualita.com. On souhaite passer une agréable journée. On se retrouve avec plaisir demain matin à 8h tapante. Bye bye. Shalom, shalom. Shalom.